L'équipe du cinéma du GC Ciné-Cité La Défense et moi-même sommes ravis, réellement ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle avant-première. Et ce soir, c'est Kaamelott, que je dise pas de bêtises, deuxième volet, partie 1. Faut suivre. Avec plaisir, je m'appelle Simon. Voilà. Et ce soir, on est doublement content de vous retrouver, à la fois parce que c'est toujours une avant-première et c'est toujours réjouissant, de vous retrouver pour ce moment un peu unique. Et on se retrouve aussi pour un moment juste après le film, un moment aussi technique qu'artistique, avec notamment la présence de Jean-Marie Drojoux, Marilyn Fitoussi et Philippe Chiffre, qui sont respectivement directeurs de la photographie, chef costume et chef déco. On remercie dans l'organisation majoritairement SND qui nous laisse jouer ce soir avec son nouveau film qui sortira demain. Mais on remercie aussi et surtout la CST. La CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son. Et je remercie chaleureusement et du fond du cœur Sébastien Lefebvre qui m'a accompagné justement dans la création de ce moment. Mais vous vous dites sûrement, qu'est-ce que c'est la CST, Jamy ? Plutôt que justement moi de vous faire un mémoire dessus, je vais plutôt laisser la parole à Baptiste Heinemann, son délégué général. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors très rapidement, oui, nous sommes associés à cette avant-première. La CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son. C'est la plus ancienne et l'une des plus importantes associations de techniciens du cinéma en France, avec la plupart des métiers de la fabrication des œuvres qui sont représentés dans notre association. C'est une association professionnelle, certes, mais pour ceux qui ne sont pas professionnels du cinéma, mais qui aiment le cinéma et comment on le fabrique, nous avons une lettre, la lettre de la CST, à laquelle on peut s'abonner. Vous allez sur cst.fr, vous cherchez la lettre et vous pouvez trouver des articles sur la fabrication des œuvres et les secrets derrière la caméra, etc. etc. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que la CST, c'est toute une histoire et on peut en parler pendant des heures et des heures, mais je pense qu'il y a des choses très importantes à dire juste maintenant. Et surtout, restez, voyez le film, pensez que vous avez l'opportunité de rencontrer donc le chef opérateur, chef costume, chef déco, voyez le film, réfléchissez aux questions que vous pouvez poser et restez à la fin pour les mitrailler de questions. Non seulement ils sont là pour ça, mais en plus, ils adorent ça. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée, bon film. Rebonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que cette proposition vous a plu. Nous, elle nous a beaucoup touchés, tant parce que je suis un enfant du PAF et de M6, mais aussi pour revoir le roi Arthur et ses pieds nickelés à la quête du Graal. Mais voilà, je ne vais pas trop vous en parler. Non, je vais plutôt vous demander d'accueillir Jean-Marie, le directeur de la photographie, Marilyn, la chef costumière, et Philippe, le chef déco. Je vous ai rapidement présenté tout à l'heure, mais je vous ai seulement nommé. Jean-Marie, vous êtes directeur de la photographie, vous avez travaillé avec Patrice Lecomte, vous avez travaillé sur un petit truc en plus notamment, et effectivement travaillé avec Jean-Jacques Hano. Marilyn Fitoussi, vous avez travaillé récemment sur une petite série qui a moyennement fonctionné sur l'histoire d'une jeune expatriée américaine dans les rues de Paris, Emily in Paris forcément. Et vous, Philippe, vous avez eu notamment, entre autres, une longue carrière, mais vous avez eu notamment un César il y a un peu plus de 20 ans, c'est bien ça ? Pour Rembrandt, en 2000. J'ai bien révisé. Pour l'instant, j'ai quelques petites questions indépendamment pour vous. Question pour vous, Philippe. Est-ce que vous considérez que sélectionner de vastes décors naturels, c'est aussi participer à la préservation d'un patrimoine géographique ? Vous voulez dire quoi par là ? On voit notamment le Montmézan. Vous avez sélectionné d'autres décors naturels. Est-ce que pour vous, c'était important aussi de ne pas filmer que dans les studios, que dans des fonds verts, mais aussi montrer d'une certaine façon les campagnes, les mers et les montagnes françaises ? Vous savez, moi je fais ce que raconte le film. Donc en fait, dans la narration, il y avait plein d'endroits qui étaient très définis. Donc il fallait les trouver. Et surtout, c'est un genre de conte, donc il fallait choper les endroits en France ou quelque part qui racontaient le plus l'histoire. Donc même les décors naturels racontent l'histoire. Question pour vous, Marilyn. Est-ce qu'on met en scène des vêtements d'un passé fantasmagorique de la même façon que des pièces de haute couture ? Bon, ma carrière ne se limite pas à Emily in Paris, Non, bien sûr, quand même. Mais c'était un exemple un peu plus récent, excusez-moi. Voilà, j'ai fait le premier film de Jean-Marie Drojoux à la lumière qui s'appelait Les Caprices d'un fleuve. Bon, il y a quelques années de cela. C'est un processus créatif, tout est création. Sur ce genre de projet, on a assez peu l'occasion
Philippe, Jean-Marie, de travailler sur un projet où on a une liberté aussi totale. Créative, c'est souvent parce que Alexandre écrit qui est intéressant, c'est ce qu'il n'écrit pas. Donc ce qui nous laisse une liberté de se lâcher, de réinventer, de tricoter et de détricoter une époque, de se faire plaisir, de le surprendre, de nous surprendre. Donc haute couture, pas haute couture, l'important c'est la création, c'est savoir jusqu'où on peut aller, c'est se pousser, c'est s'étonner, c'est se faire peur, c'est se mettre en danger. Donc couture, haute couture, voilà, ça s'applique pas tellement à ce genre de projet. C'est un laboratoire, hein, le film. Voilà, c'est... Et question aussi maintenant pour vous deux, comment est-ce qu'on imagine ou on va créer des choses qui n'existent pas encore, soit entre les lignes, soit entre les lettres, de certains mots. Là, vous vous laissez aller à votre imagination et avec les sous-entendus du scénario et de la Bible. Sans intelligence artificielle surtout. Ouais, c'est quand même un peu important. C'est un peu ma terreur et ma bête noire, c'est l'intelligence artificielle. On a encore deux vieux cerveaux. Voilà. Après, voilà, il y a un scénario effectivement qui est toute la trame et toute la liberté que nous autorise aussi ce scénario. Il y a des évidences aussi dans ce parcours créatif. Philippe. Oui. Mais c'est une sorte d'alchimie. Hein. Tous les trois, on avait envie de travailler ensemble depuis très longtemps. On s'est déjà croisés. Oui, sur un film qui était un peu plus ennuyeux, effectivement. Alors, dans ce film, c'était formidable parce que c'était vraiment avec Alexandre. Déjà, c'est un peu le papa du film. Il est toujours avec nous, présent. C'est vrai qu'on a besoin de le surprendre tout le temps aussi. Donc, et en plus, il nous fait confiance. Et ça, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui laisse aussi une part créative, tout en lui amenant, parce qu'en fait, sa façon de raconter est toujours très poétique. Dès qu'on aborde un décor, une histoire, en fait, c'est toujours en mots poétiques qu'il nous l'explique. Surtout, enfin, je veux dire, il est quand même capable aussi un soir de vous dire, bon, fitoussi pour demain, j'ai besoin d'un truc très con. Tu dis, mais con, comment ? Non, mais tu sais, très très con. Voilà, donc c'est juste le petit détonateur qui fait que, effectivement, ça tricote la nuit. Le lendemain, on bidouille quelque chose et il dit, mais vraiment, faut que t'arrêtes la drogue, t'es quand même très folle. Voilà, c'est ça aussi. Mais on vient chercher sur ce genre de projet qui est quand même très très rare. Nous, on avait un camion à la décoration avec les idées qu'il pouvait avoir tous les jours. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, il dit la première fleur qu'on voit dans le film est une fleur qui était réclamée 20 minutes avant le prochain plan. Il est venu nous voir et puis il a fait vous pouvez me faire une fleur maudite ? Et là, heureusement, dans un camion, on avait des fleurs en plastique avec tout le monde qui s'est mis à chercher des éléments à greffer sur cette fleur, mais on avait 20 minutes. Il est revenu, puis il a fait c'est possible qu'elle sorte de terre et qu'il y ait des racines ? Et alors, on lui a dit oui, donc on a fait la fleur, mais c'était 20 minutes plus tard. Et les lunettes qui portent le Dagan, c'est des lunettes qui ont été réclamées aussi 20 minutes avant. C'est des idées qu'il a tout le temps. Donc on avait un camion atelier, on fabriquait, donc il y a des choses qui sont très préparées en amont, puis il y a des choses qui arrivent comme ça. Voilà, c'est sur les idées du moment. Il est capable de réclamer un orchestre, il est capable de réclamer, voilà. Oui, il ne faut pas avoir peur d'improviser. Je crois que c'est le maître mot. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est ça qui est la différence avec tous les autres réalisateurs. Et ça part toujours d'une longue préparation quand même. Ah bah oui. Donc durant toute cette préparation, qui est assez longue, même s'il ne dit pas des choses, on les ressent quand même quelque part tout le temps. Oui. Justement, c'est cette longue préparation qui vous permet une forme d'improvisation un peu spontanée, quelques minutes, quelques heures. Je pense, oui, parce que la tour, par exemple, elle a mis 3 mois à se construire, mais déjà, elle a mis 2 mois à se préparer avant. On la prépare en 3D, on pouvait circuler à l'intérieur en 3D avant. Donc il y avait tous les détails qui se sont mis, tout s'est vraiment imbriqué en fonction de ce qu'il voulait, en fait, aussi. À propos justement de la 3D, Jean-Marie, comment est-ce qu'on arrive, et avec quel outil on arrive à se projeter sur un plan final qui va nécessiter beaucoup d'ajouts numériques, alors qu'on est en décor naturel, qu'on utilise la lumière du soleil et qu'on a un plan qui n'est
Mais très très loin d'être terminé, excusez-moi. Bah, en fait, on est resté toujours assez simple. Donc, c'est vrai qu'à part cette tour, Philippe a quand même construit une tour. Donc, on a une base. Donc, tout ce qui est rajouté après, c'est juste le haut de la tour. Donc, on est resté très dans l'artisanat, en fait, avec nous tous. On travaille pas trop. Alors, c'est vrai que toi, tu faisais des décors sur un logiciel qui nous permettait de visualiser des plans. Mais ça, c'est de la préparation habituelle, on va dire. Mais sinon, sur tous les effets spéciaux, on avait notre superviseur qui était avec nous pendant tout le tournage. Et c'était que des dialogues tous ensemble, assez faciles en fait. Quand on avait construit la tour, il y avait donc Alexandre qui avait ses parents qui étaient tout en haut. Il m'a fait appeler à la table ronde. J'étais sur un autre décor qui était dans les mêmes studios. Donc je suis allé le voir et puis il m'a dit mais tu étais encore copain avec ton chef constructeur parce que c'est quand même mes parents qui sont tout là-haut à 12 mètres. À propos de discussion, vous travaillez tous les trois sur un poste qui est très lié à la lumière, à la couleur. À quel moment est-ce que vous vous rencontrez justement autour d'une table ronde peut-être pour vous dire là on a peut-être besoin d'un peu plus de ceci, là tu devrais plutôt travailler comme cela pour que je puisse moi travailler comme ça? On se le dit souvent dans des couloirs en courant. Oui, mais ce qu'on prépare aussi, c'est qu'on fait avant le tournage, bien en amont du tournage, là c'était genre 1 mois et demi, 2 mois avant, on choisit notre caméra et nos objectifs et le look de la couleur, du contraste qu'on va vouloir dans le film. Et ça, on le décide tous ensemble, donc en faisant ces essais. Et pendant ces essais, Philippe propose déjà des décors. C'est pas des essais qui sont faits juste sur un cyclo comme ça. C'est déjà dans un décor existant, intérieur et extérieur. Et Marilyn aussi propose des textures de costumes. Elle a besoin elle a besoin de savoir comment. Elle a besoin de savoir toute la technique qu'on va choisir, comment on va rendre tous ces tissus. Et Philippe aussi a besoin de savoir la texture de ces décors. Donc ça, on le fait bien en avant. Et une fois que ça c'est défini, après on discute par rapport à tout ça. Mais on a déjà une base qui est complètement établie. Voilà, sachant qu'il va faire des intérieurs avec une lumière, avec un éclairage à la bougie, chacun... Et personne ne travaille que pour son poste. Donc je pressens le genre de lumière qu'il va faire. Donc il faut que j'amène une brillance interne dans un tissu, un bijou, une texture de cuir qui va prendre la lumière. Donc ça c'est important aussi parce que Jean-Marie étant des seuls qui m'autorisent aussi tous ces essais de tissus qui sont hyper importants. Et après, je regarde ce que fait mon bon chiffre. Donc, évidemment, il me colle une tour de 26 mètres de haut. Évidemment que je vais élargir les épaules, travailler sur les proportions. Évidemment qu'avec les couleurs de certains décors, on travaille des patines à la cire de bougie. Et le contraire. Et voyant une patine faite au plâtre. On a fait des patines aussi au plâtre parce que je trouvais ça assez rigolo à tester. Et je reviens sur cette question de la préparation. Là, vous êtes sans cesse en train de dire qu'il faut aussi s'adapter en regardant ce que fait le travail des copains et des copines. Mais à quel moment est-ce qu'on se dit c'est bon, là notre partie semble terminée, notre préparation semble être aboutie, on ne touche plus à rien, on n'ajoute rien? C'est jamais terminé. Je veux dire, c'est qu'il faut livrer. C'est au moment où on dit moteur que tout s'arrête. Jusqu'au dernier moment, Philippe bouge des coussins, on vérifie le cadre avec Jean-Marie. Je suis en train de m'acharner sur des ciseaux, sur une patine. Ce n'est jamais terminé, et heureusement. À un moment donné, il faut résister à la main, et à un moment donné, effectivement, il y a un moteur et un plan de travail. Ouais, des fois, ça s'arrête quand on coupe la caméra et qu'on passe au plan suivant. Donc là, c'est une fatalité. On a toujours cette conscience que jusqu'au dernier moment, on peut intervenir et après c'est fixé à vie. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle je fais ce métier aussi. C'est qu'on est tout le temps... on sait qu'on peut bouger, tourner la chose pour que ce soit plus beau, pour que ce soit plus intéressant. Enfin voilà. Et il y a tout un travail au cadre aussi. Et d'ailleurs, sur ce film, il y avait une équipe de décorateurs qui était de plateau, ce qui est quand même assez rare sur un film. Et là, il y avait quand même 3 décorateurs de plateau, juste pour arranger l'image, justement, pour rentrer les choses, pour pouvoir optimiser l'image.
Et qui est cette espèce d'évidence du cadre. Et ça, c'est vraiment super d'avoir ça sur le plateau parce que ça permet vraiment d'avancer plus vite. Parce que moi, quand je me mets au cadre, d'un seul coup, tout est déjà presque en place. Je sais quoi cadrer, en fait. Plutôt que de monopoliser la parole, on va distribuer les micros un instant. Bonjour. Coucou. Il y a quand même une grosse différence, je m'adresse à vous Marilyn, entre le costume de Lancelot dans le volet précédent et dans ce volet. Vous disiez dans des interviews, il me semble que le but c'était qu'il soit engoncé dans son costume, que limite on le sente, qu'il puisse pas bouger, limite, enfin que ce soit compliqué pour lui de se mouvoir. Et là, au contraire, il est presque décharné. C'est plus que des filaments. Exact. Et même lui, il a plus vraiment de substance en fait. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça, c'est un truc qui fait partie de tes demandes ou au contraire des libertés qu'on vous a accordées? Ça, c'est l'écriture d'Alexandre Astier, ce qu'il a voulu raconter aussi avec ce personnage. On ne peut pas spolier encore la partie 2 du volet 2 parce qu'on la sait. Mais oui, rien n'est gratuit finalement. On se fait plaisir, tout a l'air simple, évident, tout a l'air complètement foufou, mais tout est quand même pensé et maîtrisé, et surtout dans toute la narrative d'Alexandre. On ne peut rien dire, faites-lui confiance, vous le connaissez. La série est le premier film Kaamelott accepte le médiéval dans lequel il se situe, mais n'a jamais réellement accepté le côté fantastique qui appartient au mythe arthurien. Comment vous expliquez, que ce soit par l'image, les costumes ou même la déco, le grand écart qu'il peut y avoir entre la série et le premier film et ce deuxième volet qui n'a presque complètement rien à voir? Je crois que c'est une évolution au fur et à mesure des années déjà. Et puis de toujours dans une recherche d'avoir une facture de plus en plus qui lui ressemble, Alexandre. Voilà, lui aussi est en processus créatif. Il vit avec Kaamelott, heureusement et peut-être malheureusement pour lui, depuis 25 ans. Donc il y a une évolution, il y a une réflexion sur ça. Il y a aussi des désirs, des envies. Une narrative beaucoup plus dramatique qui lui ressemble, mais elle est beaucoup plus un côté très cinématographique, très grandiloquent aussi, qui n'avait pas lieu dans la série. Mais là, il faudrait lui poser la question. Des fois, on n'est pas toujours dans sa tête. On essaie vraiment d'y aller, mais... Combien de fois Alexandre Astier a dû vous dire « Pense à Star Wars, pense à Star Wars ». Parce qu'il y a énormément de scènes où on a vraiment l'impression de voir Star Wars. Ça va lui faire plaisir. Vous voulez être invité à vie à l'UGC, vous. Il y a énormément de scènes où on le voit, par exemple, quand il arrive devant la tour et qu'il se découvre un peu face au Luke Skywalker. Quand on voit, ou plutôt Dark Vador, je sais pas trop. Oui, j'ai beaucoup travaillé les capuches pour ça. Ouais, ça se voit. Oui, non, mais il faut rendre hommage aussi. C'est un maître à penser, Georges Lucas pour Alexandre. Donc effectivement, on fait des allusions, effectivement, on fait des hommages cachés ou pas cachés, mais voilà, c'est complètement assumé de nos parts. Merci beaucoup à tous les trois d'être ici déjà et de nous présenter ce film. C'est une question pour vous, Marilyn. Je voulais vous demander si vous avez un personnage préféré ou qui vous inspire plus en termes de costume, que ce soit dans ce volet ou dans le précédent. Non. En fait, tous ces personnages, on les aime, on a envie d'évoluer avec eux, on a envie de les accompagner aussi. Ils sont tous intéressants à travailler. Que ce soit aussi la figuration, c'est hyper important et primordial de travailler aussi la figuration à l'image et dans la même esthétique que des comédiens. C'est un discours différent avec chacun. Il y a une problématique. Il y a aussi le conte philosophique qui peut se cacher derrière chaque silhouette. Donc tout personnage, aucun personnage n'est minime parce qu'on sait que c'est une pierre à l'édifice et que ça raconte aussi, ça aide toute une narrative. Donc non, ils sont tous assez drôles à traiter. Effectivement, des fois, on a plus l'occasion parce que le dialogue, parce que le personnage en lui-même
et le budget aussi permet qu'on puisse se lâcher un petit peu plus. Mais voilà, c'est comme une mère, demandez-lui quel est son enfant préféré. Elle les aime tous. Je vous aime tous. Merci. Déjà, merci de vous avoir ce soir avec nous, parce que c'est vrai que le film, avec les images et puis les costumes, était vraiment en lien avec votre présence. Donc déjà, moi déjà, j'en ai pris plein les yeux avec vos trois actions. Je suis content aussi du retour un petit peu aux sources des personnages. Le 1 m'avait un petit peu frustré sur l'humour et la genèse de Kaamelott. Ce volet m'a un peu réconcilié avec les vrais personnages et leurs vraies caractéristiques. Donc ça, je suis content là-dessus. Et on retrouve des phrases acerbes et puis des dialogues un petit peu enflammés. Ça m'a bien plu. J'ai encore une question pour vous, Marilyn. Vraiment, j'ai vraiment pas compris sur le premier film, la tenue de Lancelot. De Lancelot. Ouais. J'avoue qu'elle m'a vraiment choqué. Et j'aurais aimé profiter de votre présence. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir une explication sur ce costume. Alors, vous l'aviez qualifié de quoi? Parce que j'ai entendu suppositoire, j'ai entendu godemiché, j'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que des fois, il ne faut pas être politiquement correct. Il faut proposer, il faut étonner, détonner. J'aime pas le être consensuel. Ça plaît pas, mais au moins on propose quelque chose qui interroge et qui perturbe. On ne peut pas complètement non plus spolier parce que vous n'avez pas vu encore la partie 2, mais il y a des explications que vous allez avoir. Et qu'est-ce qui vous a gêné? Parce que c'était laid, ça vous a... Non, c'était pas du tout le côté esthétique, c'était surtout le côté rôle de Lancelot qui était complètement engoncé et qu'on ne retrouvait pas avec cette... Oui, justement, vous dites les mots justes, il était engoncé, il était... Comme a dit la jeune fille tout à l'heure, engoncé, prisonnier d'une certaine folie, contraint dans ses mouvements. Des fois, la contrainte dans un costume aide une narrative, aide un comédien justement à ne pas être à l'aise et à exprimer sans beaucoup de mots et juste avec une posture un mal-être, une folie. Est-ce qu'il faut tout justifier tout le temps? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une intellectuelle du costume. Je suis plutôt quelqu'un de tactile, de sensuel. Et le cri de la soie, ça nous parle. Justifier tout et tout le temps, pourquoi pas? C'est une proposition. On aime ou on n'aime pas. Je suis désolée, ça vous a un peu perturbé. J'espère que vous n'avez pas eu des rêves trop torturés et trop tourmentés. Ou vous n'avez pas fait de poupée à mon effigie en plantant des aiguilles, rassurez-moi. Voilà, c'est une proposition. Après, on adhère ou on n'y adhère pas. Mais on en parle, et on en parle encore, et je pense qu'on va en parler toujours. Mais j'assume complètement ce costume que je trouve laid. Mais une certaine beauté dans cette laideur. C'était pas une évidence, et ce n'est pas fait pour faire joli. Je suis virée ? Oui, je rejoins la remarque de mon prédécesseur. Je trouve que en fait, votre présence ici m'a fait vraiment aussi porter une attention particulière aussi bien à la décoration qu'au costume et bien sûr à la lumière, qui a vraiment suivi vraiment la narration. Les costumes sont assez... franchement, était étonnant. Et au niveau de la décoration, des décors, on est vraiment plongé dans l'ambiance, plongé dans les scènes, et on a l'impression d'être dedans. Donc je trouve que c'est vraiment, on est avec eux, quoi. Sur les costumes, je voulais savoir, en termes d'inspiration, quelle est la part entre ce que vous apportez vous et puis les costumes réels de cette époque-là. Voilà, quelle est cette part d'inspiration et cette part de construction. Sur Alain Chabat, bon, c'est assez évident, c'est complètement fou, et le costume est vraiment incroyable et vraiment loufoque. C'était remarquable. D'ailleurs, c'est quand Alexandre l'a vu avec cette espèce de collerette en plume de pan qu'il a décidé de lui faire prendre la foudre et que la collerette devait s'abaisser. Et on n'avait pas la solution pour l'abaisser, donc il y a eu 2 assistantes avec vieille école, avec du fil de pêche qui ont
fait tomber la collerette. D'accord. Mais voilà, moi je vais faire un petit hommage à mes camarades parce qu'effectivement, travailler avec Jean-Marie, avec Philippe Chiffre, surtout Jean-Marie, c'est vrai qu'il travaille pour mettre en valeur notre travail, à Philippe et à moi. Et souvent, les chefs-op ne sont pas récompensés. Il y a beaucoup plus de récompenses pour les décors, les costumes, parce que la lumière, c'est subtil. La lumière, on ne sait pas en parler, on ne sait pas bien la décrire. On peut décrire un costume qu'on n'aime pas, qu'on trouve pas joli ou pas abouti, ou des décors grandioses. Mais la lumière, c'est compliqué pour tout un chacun de pouvoir la qualifier. Et effectivement, le rôle de Jean-Marie, c'est de mettre notre travail en valeur. Il se fait quand même un petit peu plaisir, on va pas se le cacher. Il le fait très bien. Et il le fait très très bien et je trouve sa lumière de plus en plus belle. Je me dis, ça y est, il est arrivé au bout de ce qu'il peut donner. Ben non, papa, il en a encore un petit peu sous le pied. Et il arrive encore à m'étonner. Et chaque fois, je me dis, mais c'est hyper beau. C'est vrai que des costumes, surtout celui de Chabat, dans cette lumière à ce moment T, je le trouve quand même très très beau. Donc pour répondre à votre question après cette petite ellipse, voilà. Dès que l'on peut, on a envie de faire fabriquer. Malheureusement, il y a le temps qui est notre meilleur ennemi et l'argent qui l'est tout autant. Et je mens un petit peu parce que j'adore travailler avec des vêtements patinés, avec des vêtements que je loue et que je vais louer et que je choisis moi-même de mes blanches-mains parce que chaque vêtement doit déjà à la base me raconter une histoire. Donc plus il est patiné, et j'ai vu quand même qu'il me manquait un peu de patine à certains endroits. On va en reparler. Et effectivement, c'est déjà le début du travail. Chaque vêtement doit me raconter une histoire, me chanter une petite symphonie. Et après, effectivement, si j'ai la chance de pouvoir fabriquer, parce que le temps et le budget s'y prêtent encore, c'est ce qui fait un plus, et surtout de décaler, parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont contemporains. C'est ce que j'aime faire et que me permet complètement Alexandre. C'est toutes ces incongruités, ces époques qui s'entrechoquent. Je connais l'époque, et pour pouvoir la détricoter, il faut la connaître à la base. Mais effectivement, c'est une chance de pouvoir avoir cette carte blanche et de faire un peu, de se surprendre. Comme toi aussi, tu me mets des choses... On a une particularité tous les trois, et puis ça vient aussi d'Alexandre qui a aussi cette particularité, c'est qu'en fait on est des artisans. On a beau avoir des équipes qui sont grosses, avec plein de gens autour de nous, ça ne nous empêche pas tout le temps. Toi, je t'ai vu souvent patiner, souvent accrocher, coudre. Jean-Marie, pareil, il arrange ses projecteurs, il découpe des gobos. Enfin, voilà. Et en fait, on est tous des artisans, et Alexandre est pareil aussi, dans la fabrication. Oui, ça c'est vrai que le mot artisan, c'est vraiment un mot qui nous va bien avec Alexandre et nous tous ceux qui travaillons sur ce film. Et pour une histoire de patine, on a une longue histoire de patine tous les deux. Parce qu'on a fait un film en Afrique il y a 31 ans. Oui, déjà, oui. Et notre metteur en scène, qui était aussi comédien, Bernard Giraudot, trouvait son costume un peu pas assez patiné. On était en Afrique, il fallait qu'il soit plus patiné. Donc, si je me souviens bien, il a enlevé sa chemise, il l'a mis à l'arrière de son cheval. On l'a fait piétiner par le cheval. On l'a fait piétiner par le cheval qui a fait quand même du trot, du galop et quelques tours de pâté de maison. Donc là, on est tombé sur une patine. Voilà, notre longue histoire de patine. Bonjour. J'avais une question surtout pour Jean-Marie et Philippe. La première pour Jean-Marie qui était plutôt quand Alexandre vient vous voir et qui vous dit bon, on va partir à Malte, on va partir en Islande, on va partir en France dans les 4 coins, 4 saisons. Vous, en termes de lumière, vous vous dites oh là là, c'est mal barré, dans quelle aventure je m'embarque? Parce que je me dis que c'est pas les mêmes objectifs que vous utilisez, la même lumière. Donc peut-être une anecdote sur, par exemple, qu'est-ce qui a été le plus galère pour vous ou au contraire le plus aventureux, je dirais. Et pour vous, Philippe, moi, quand je vois la nécromancie, la sculpture, je pense forcément à Carpenter. Est-ce que vous y avez un petit peu pensé en la faisant? Est-ce que c'est une idée qui vient de vous? Est-ce que c'est une idée qui vient d'Alexandre? Voilà. Alors, Alexandre a demandé une matrice. Là-dessus, ça a été des dessins. Le premier dessin était le bon.
Il a dit ça tout de suite, et puis lui il a développé, il a dit mais en même temps, tu vois, ça pourrait être comme un cœur qui bat, il pourrait y avoir des choses étranges comme des viscères à l'intérieur. Donc tout ça évidemment ça alimente. C'est parti, et puis on a fait des maquettes en beaucoup plus poussées, et tout de suite on s'est jeté dedans, mais elle a mis longtemps à être fabriquée, elle a mis 4 mois, 5 mois. Voilà, dès le début elle était en cours. Et en fait, il y avait un artisan qui était dedans, comme ça, qui coulait des résines, qui faisait des essais. Oui, on a mis des lumières dedans, on les a enlevées, voilà. on en a mis d'autres. Exactement. Il y a eu plein d'essais de lumière, d'appeler Jean-Marie 30 fois à l'atelier pour qu'il vienne voir si parce qu'après, vous verrez, je ne peux pas spolier ce qui se passe, mais elle se transforme. Donc voilà, je l'ai dit. Et donc, pour la première question que vous me posiez, non, au contraire, moi, plus il me dit qu'on va ailleurs, moi, ça me plaît. Hein. Donc, moi, j'aime bien suivre de tous les côtés. Donc, jamais je vais me dire, oh là là, comment on va faire. Non, non, au contraire. Hein. À chaque fois qu'il a quelque chose, qu'il propose quelque chose, on suit, on fonce avec. Et donc, en fait, j'ai utilisé le même matériel tout le temps. Que ce soit à Malte ou que ce soit en Islande ou en studio, ou partout où on a tourné. Parce que, justement, on avait vraiment mis en place un look spécial pendant les essais, comme je disais tout à l'heure, qu'on a gardé jusqu'au bout. C'est-à-dire que la texture qu'on a, ça vient beaucoup de la caméra, des objectifs qu'on a choisis, c'est des objectifs anamorphiques 1.3. La caméra, c'est un très grand capteur. C'est comme si on avait tourné en 70 mm avant. Et on voulait rechercher cette texture de 70 mm aussi, donc on est passé par des plugs, des nouveaux plugs qu'un collègue a mis au point dans les logiciels de talonnage. Et donc tout ça a été mis en place bien avant. Et une fois qu'on avait bloqué tout ce matériel, on a continué tout le film avec. Voilà. Il y avait la problématique des 4 heures de jour en Islande. Ah oui, ça en Islande, c'était pas facile parce qu'on tournait en Islande en mois de décembre et en mois de décembre. Donc il n'y a que le jour se lève à 10h et il se couche à 3h30 à peu près. Alors l'aurore boréale, c'est une fausse, là, celle que vous avez vue. Mais pendant qu'on y était, on en a vu, oui, 2. Par contre, on avait la chance d'avoir un soleil qui est à 7 degrés d'élévation. Donc c'était très agréable. Parce qu'il y en a d'autres, beaucoup d'Islande après, hein, dans l'autre film. Déjà, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Et enfin, pour ma part, j'ai été honorée de voir votre travail à l'écran, tiré à 4 épingles, d'après moi. Je voulais savoir, quand vous choisissez une lumière, un costume, un paysage, est-ce que, d'abord, c'est vous qui choisissez l'endroit selon l'écriture d'Alexandre ? Et si oui, est-ce que tout de suite, il vous dit oui, ah, c'est ça, je te fais confiance, on garde ce plan-là ? Ou est-ce qu'il vous dit non, j'aime pas trop, est-ce que tu peux pas m'en trouver un autre ? Que ce soit pour les costumes, les lumières ou les paysages ? Je peux commencer sur la lumière, peut-être. La lumière, tout ce qui est intérieur et studio, tout ça, c'est maîtrisé complètement. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on se met d'accord très vite. Par contre, l'extérieur, voilà, on est souvent tributaire du soleil, de la météo, et d'un plan de travail qui est rigoureux, donc sur lequel on a du mal à jongler. Donc, on va se mettre d'accord déjà sur les axes qu'on va privilégier en fonction du soleil et en fonction de la météo, pour pouvoir raccorder tout ça. Et l'ambiance, on va la décider ensemble. On l'aura un peu défini déjà en amont, l'ambiance, sachant si c'est une aube, si c'est une nuit, si c'est en plein jour, si c'est en plein soleil. Après, on va privilégier le fait qu'on est en Méditerranée, donc il faut des couleurs éclatantes. Quand on est en Islande, on est plutôt dans une atmosphère un peu plus froide. Donc tout ça, c'est déjà décidé. Et voilà, ça se met en place comme ça. Alors, pour les costumes, j'ai peur que ça me porte malheur si je dis qu'il ne m'a jamais refusé un costume. Mais on ne sait jamais vraiment au fond, Alexandre, on ne sait jamais vraiment au fond ce que tu penses. Il a des petites phrases comme ça en disant « On est beau aujourd'hui, Fitoussi, c'est pas aujourd'hui que je vais te virer ». Voilà, donc ça, on sait qu'on a passé le cap. On sait ou bon, si elle le voit comme ça, ou des textos en disant faut que tu arrêtes la drogue. Voilà, donc c'est toujours très très joueur, mais ou alors il rit. Voilà, il vous envoie une photo de sa bouille avec un grand sourire en disant t'es folle. Mais voilà, donc. Hein ? Tu disais les plateaux sont très joyeux. Oui, les plateaux sont très joyeux. C'est très alchimique.
Je crois que l'alchimie, c'est le mot qui rejoint le plus. On ne sait pas d'où ça vient l'idée, on ne sait pas. Puis il a un grand respect du technicien. Effectivement, si Jean-Marie vient et lui dit voilà, je pense que c'est le filtre 85N3 qui est le mieux, ou si effectivement il a des propositions de Philippe qui lui dit je pense que il écoute. Après, évidemment, c'est un électron libre et c'est ce qui est aussi challenging pour tout le monde, c'est qu'il peut aussi faire un petit refus d'obstacle. Ça lui arrive de temps en temps et ça fait partie aussi de notre travail. Ça fait partie de l'évolution, en fait. Il revient, il réfléchit, puis il dit pourquoi on ne ferait pas comme ça? Et des fois, c'est mieux. Ouais. Par exemple, la rencontre avant qu'ils prennent le bateau, donc dans la forêt. Le matin, on arrive sur place, on essaie de choisir un endroit où justement cette scène va se passer. Dans le même périmètre, on en choisit plusieurs, on ne sait pas trop. Et puis d'un seul coup, on est dans la forêt et il y a cette brume. Et d'un seul coup, le décor, il prend une autre dimension qu'on n'avait pas vue avant quand il n'y avait pas de brume. Donc d'un seul coup, on va tourner avec la brume. Ok, on y va. Sauf que tourner avec la brume, c'est pas facile parce que la scène va durer un petit moment. Il y a quand même pas mal de plans à faire. Il y a une longue scène de dialogue avec des chants, des contre-chants, plusieurs plans. Il faut toujours avoir la même brume. Donc moi, je vais voir mon accessoiriste. J'ai dit, est-ce que tu as ta machine à fumer dans le camion? Chose qui n'était pas prévue, bien sûr. Il me dit non, je ne sais pas trop. Bon, il va chercher quand même quelque chose pour essayer de raccorder tout ça. Et puis après, on a le miracle de la chance. J'ai souvent eu de la chance, moi, avec la BTO. Hein. Et ma brume a tenu très longtemps. C'est pas très loin de Lyon. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Le cinéma va bientôt c'est mon fermer. client préféré. La dernière question, on ne peut pas. J'ai encore 2 neurones pour pouvoir y répondre. C'est vraiment pas la question la plus philosophique du jour, mais on sait que Franck Pittiot n'était pas dans ce film. On l'attendait tous, on sait que ça a été une grande déception quand on a appris qu'il ne ferait pas partie du casting de ce film. Mais il est énormément évoqué dans le texte. Et si je me rappelle bien, à un moment donné, on entend « Je me suis retrouvé en calbar dans la flotte ». C'est pas exactement ça à la fin, mais je crois qu'il a dit « Est-ce que vous avez déjà préparé le costume de Franck Pittiot ?» Joker. Merci beaucoup. Je suis désolée. Merci à vous. Merci. Sur ces mots à base de caleçon et de flaques d'eau, merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir répondu présent pour ce soir. Merci aussi à SND évidemment et à la CST. Merci et bonne soirée. Ah, on le rappelle, le film sort demain. On en parle autour de soi, sur les réseaux sociaux et évidemment autour d'un café. Merci et bonne soirée.